Chers amis internautes, fidèles téléspectateurs de BMTV, vous avez bien fait de nous choisir pour suivre cette émission Clin d'œil politique après plusieurs mois de repos causés par la période électorale et qui ne nous avait pas permis de vous informer en temps réel. Ce soir, nous recevons pour vous M. André Alain Atoun, qui est président de la Convention pour la démocratie et la République, c'est son parti politique. C'est avec lui que nous allons décortiquer la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, pourquoi pas la situation politique en général en République démocratique du Congo, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et d'abord, comment se porte votre parti politique? Le parti essaie de se remettre du dysfonctionnement de la CENI quant au déroulement du processus électoral, au point que certains résultats ne semblent pas refléter la réalité des faits, comme le cas qui est le mien. La CENI m'a crédité de 1762 voix sur la totalité des 754 PV, alors que, afin d'introduire mon recours, j'avais fait des investigations et sur 280 PV, j'ai déjà 7400 voix, alors que celui qui était proclamé candidat député national à 4000, celui qui le dévance 5000. Monsieur Atoun a battu réellement campagne dans les faits fonds. J'ai battu réellement dans les faits. Soit j'étais à Bumba, pas seulement dans la cité de Bumba, mais dans le territoire de Bumba, dans les 6 secteurs, pratiquement de septembre à décembre. Est-ce que l'élection à Bumba était émaillée de quelques irrégularités comme dans certains coins du pays? Oui, j'ai noté, appris d'abord à la télévision qu'il y a eu quelques personnalités invalidées, dont 2 sénateurs, le gouverneur et une dame. Bon, étant donné que je n'ai pas personnellement d'éléments fiable, je ne peux pas confirmer. Mais enfin, la CENI s'est prononcée, a pris des mesures, on s'en tient à ça. Votre parti, les CDR, est membre de l'Union sacrée de la Nation, qui a pour autorité morale, je dirais, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a gagné les élections haut la main. Vous avez contribué à cela. Et quelle est votre réaction après votre satisfaction? Mais que tout se passe correctement. Il n'y avait pas match entre le président et les autres. Quand le président est arrivé à Bumba, j'étais là. La foule délirante qu'il a accueillie, le discours pertinent qu'il a tenu, concret, connaissant les problèmes de Bumba. Tandis que j'étais là lors de passage du candidat Moïse, il n'y a pas eu vraiment de message. Et le peuple n'a pas retenu un souvenir impérissable de son passage. Donc, pour moi, ça c'est dans la cité, mais quand vous allez à l'intérieur de Bumba, il n'y a que le président Tshisekedi dont la candidature était portée. Vous êtes un homme de conviction. Et qu'est-ce qui vous a séduit chez le candidat Tshisekedi, actuellement président de la République? Qu'est-ce qui m'a séduit? Oui. Quand? Par sa politique, avant et après, avant les élections et pendant les élections. Non, d'abord, si vous voulez parler de mon adhésion à l'Union sacrée, j'ai répondu à un appel de la nation lancé par le président de la République, qui, en ce moment de guerre, a besoin de la cohésion de tous les autres. Non seulement cette guerre sur le terrain avec le Rwanda, mais la guerre de développement. Et j'ai été séduit par son programme de 145 de développement à partir de 145 territoires. Et ben voilà. Mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis
je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire malheureusement nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une 60aine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. Et parlant de la guerre, ça va faire plus de 2 décennies que l'Est de la RDC et la RDC est agressée par le Rwanda. Et excusez-moi de le dire, même petit pays à côté de la RDC, dont nous n'arrivons pas à faire face. Selon vous, vous êtes politique, vous vous y connaissez mieux dans la question. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à la RDC de mettre fin à cette guerre avec le Rwanda? D'abord, la politique internationale, c'est comme le football.
aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. La Guinée équatoriale, petite équipe s'il en est, a battu la Côte d'Ivoire 4-0. À domicile. Donc, le Rwanda est un petit pays géographiquement, mais c'est peut-être le bout de l'iceberg. Il est soutenu par des puissances et des communautés plus puissantes. Donc il faut faire attention lorsqu'on dit que le Rwanda est un petit pays. Il faut avoir la lucidité de voir qui le soutienne. Parce que de lui-même, effectivement, le Rwanda ne peut pas oser agresser la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi j'en viens à la question. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, la RDC, à pouvoir mettre définitivement fin à cette guerre contre le Rwanda? Le fait que le Rwanda est plus que ce qui n'est en réalité, c'est ça qui complique la situation. Le Congo se bat contre le Rwanda, soutenu par certaines puissances étrangères, soutenu par certaines organisations continentales comme l'Union européenne, avec qui il vient de signer un MOU d'un montant faramineux. La Pologne, est-ce l'OTAN? Vous voyez, ce sont des questions de ce genre qui font que les États-Unis, au moins, ils ont pris une décision importante, c'est celle de cesser toute assistance militaire et en équipement au Rwanda. Donc ça, mais ça, à mon sens, ce n'est pas suffisant. Parce que prendre une décision de cessation ne signifie pas que du jour au lendemain, les choses changent. Il se peut que, si les choses sont dans le pipeline, que ces choses continuent. Donc, le plus important, évidemment, j'apprécie l'attitude ferme des États-Unis, qui n'a pas manqué d'ébranler tant soit peu le président Kagame, mais il faut plutôt agir positivement avec le Congo pour bouter hors d'État, hors du territoire national, ces troupes d'occupation à visée annexionniste. À voir ce qui se passe aujourd'hui, la ville était en ébullition avec le mouvement de jeunes de Wazalendo, le mouvement citoyen qui ont sillonné quelques représentations de quelques pays, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, pour condamner ses soutiens au Rwanda via le terroriste du M23. Ben, est-ce que les Congolais, est-ce qu'on a encore des alliés dans la sous-région? Oui, bien sûr. Nous avons des alliés. Le Burundi est là. L'Afrique du Sud est là. L'Angola est là. Ce sont des alliés stratégiques dans la sous-région. Et quand on voit le Kenya, qui était supposé... Je ne parle que de la sous-région. Hein. Oui. Au-delà, nous avons aussi des alliés. On a vu le Kenya être ici, à envoyer ce contingent dans la partie est de la RDC et par après accueillir la signature d'accord de la rébellion de Nanga et ses amis. Comment on peut interpréter ça? Pour le moins qu'on puisse dire, c'est un geste inamical qui frise une certaine complicité. Le président kenyan Ruto était ici à l'investiture du président. Je suppose qu'ils ont eu l'occasion de mettre les choses au point. Puisqu'on a ouvert ces chapitres, l'Alliance du fleuve Congo, qui chapeaute aujourd'hui Corneille Nangaa, ancien président de la centrale électorale, la CENI, continue à grossir ses rangs. Les derniers noms cités, c'est Jean-Jacques Mamba, qui est au cadre du MLC, qui a rejoint le cadre de Nangaa. Grossir ses rangs, c'est trop dire. Ils sont combien? Nangaa est seul, avec peut-être Chaloué et avec Jean-Jacques Mamba. Ils sont alliés au M23 et au Rwanda. C'est moi je dirais, c'est une honte nationale. Le cas de Nangaa est une honte nationale.
d'abord, quelqu'un qui a été président de la CENI, c'est-à-dire qui croit en la vertu démocratique des élections, qui réunit son passé. Deuxièmement, de toute évidence, ce n'est pas un acte de patriotisme. Un pays qui agresse le vôtre, occupe une partie de son territoire, tue vos concitoyens, pille et vole vos richesses, vous allez les rejoindre pour des raisons égoïstes. Ça, c'est une abomination. C'est trop dur. Et pour vous, vous pensez que ce qui justifie un acte aussi antipatriotique, ce ne sont que des intérêts égoïstes? Eh bien, croit-il à la démocratie, oui ou non? Tshisekedi a dénoncé la mauvaise gouvernance. Le DPS, c'est Tshisekedi le papa. Ils ont dénoncé la mauvaise gouvernance. Ils n'ont jamais pris les armes contre le pays. Ils ont vaincu par les urnes. Il faut qu'il accepte d'affronter ses adversaires par les urnes. On signale le Rwanda avec des missiles sol-air, des équipements ultra sophistiqués. La République démocratique du Congo pourra faire face aujourd'hui. Oui, il faut croire, hein. Nous avons quand même des alliés, mais nous devons aussi agir sur certains partenaires qui ont partie liée avec le Rwanda, comme l'Union européenne. Ils vont financer. Grâce à ce financement, le Rwanda peut-être pourra trouver des moyens d'acheter des armes et de continuer à perpétuer son combat immonde, disons son combat immoral contre la République. La Pologne dit que si le Rwanda est attaqué, elle viendra à son secours. Mais qui attaque qui? Donc, si le Congo pousse le Rwanda jusqu'à son territoire, eh bien, la Pologne va employer les armes données par l'OTAN pour attaquer le Congo. Connaissant la politique internationale, le problème c'est le Rwanda ou c'est la personne de Paul Kagame? Le Rwanda, c'est deux choses. C'est la géographie et l'histoire. Or, que ce soit par la géographie ou par l'histoire, le Rwanda est toujours un peuple frère. Le problème, c'est son leadership actuel, Kagame. Si il change de leadership, de la nature de son leadership, vous verrez qu'il n'y aura rien entre le Congo et le Rwanda. Ou si le Rwandais change de leader, vous verrez que les choses vont s'améliorer. Mais aujourd'hui, le problème, c'est Kagame qui a une vision expansionniste et hégémoniste sur nos richesses. Aidé par les forces étrangères, comme on a dit tout à l'heure. Mais vous, personnellement, Président Atundu, les personnes qu'on appelle les Wazalendo, dans la partie est de la RDC, comment vous avez toujours aperçu cette force aujourd'hui et qui aide nos FRDC, bien sûr? Ça a éclaté aujourd'hui à Saké. Les Wazalendo sont présents, ils se battent aux côtés des FRDC, mais ils ne sont pas reconnus officiellement. Et demain, ils ne sont pas reconnus par qui? Non, quand je dis ça, reconnus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'armée. Non, ils n'ont pas le statut voilà, de soldats. Et demain, ils ne risquent pas de réclamer leur part du gâteau. Non. Nous avons connu, l'histoire a connu des cas comme ça. Les résistants français, ils n'étaient pas de l'armée française, c'était des résistants en dehors de l'armée. Et quand la France a vaincu l'Allemagne avec les Alliés, eh bien les résistants se sont retirés chez eux. Évidemment, les cas de Wazalendo, ils vont aussi se retirer, mais il faut s'en occuper. Il ne faut pas les jeter comme du Kleenex. Ce sont des patriotes qui se battent pour l'intégrité territoriale de la terre laissée par leurs ancêtres. Donc, quand nous allons bouter dehors les forces d'occupation, il faudra bien être
réserver aux Wazalendo un traitement équitable. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire face aujourd'hui à ces groupes armés dans la partie est de la RDC sans l'accompagnement de la MONUSCO? Mais nous faisons partie. Nous faisons partie, disons, nous faisons face déjà aux groupes armés. La MONUSCO, c'est un partenaire pour nous, comme la Pologne est un partenaire du Rwanda. Donc, si la MONUSCO part, eh bien, nous allons faire face aux groupes armés. C'est un problème congolais que doit affronter son leadership. Eh bien, il va mettre tous les moyens pour protéger sa population, l'intégrité physique de sa population et l'intégrité de son territoire. Mais le problème, c'est que les Congolais restent encore divisés. On a suivi le dernier message de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Ambongo, qui a invité la population à faire front derrière le chef de l'État pour justement réussir sur ces fronts. Quand il parle du front de la sécurité, mais de la faim aussi à Kinshasa, qu'on va en parler tout à l'heure. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes divisés. Les Congolais sont unis derrière le chef de l'État parce qu'il s'agit de libérer nos terres. Si nous n'avons pas de terres, nous ne serons plus membres de la communauté des États. Donc il s'agit de libérer nos terres. Et les faibles d'esprit qui croient survivre au Congo, si le Congo disparaît, ce sont des naïfs. Le sort du traître, c'est de mourir avec son argent. Comme Judas Iscariote. Voilà. Parlons de la gouvernance. Le chef de l'État, alors qu'il a gagné haut la main lors des élections du 23 décembre dernier, il a cherché à ce qu'il puisse bâtir son prochain quinquennat de 5 ans sur les 6 piliers. Dans les 6 piliers pour la bonne gouvernance, il y a également le développement des territoires à travers son projet des PNLF 45 territoires. À Bumba, est-ce que ça va bon train, ces projets? Non, malheureusement, et la question a été posée au chef de l'État à Bumba, qui a eu à expliquer à la population que cela était dû au mécanisme trop long de la PNUD pour décaisser l'argent. Mais là, je voudrais juste faire une réflexion. Le développement à partir des 145 territoires doivent avoir comme responsable l'administrateur du territoire. Qu'il a déjà nommé d'ailleurs. L'administrateur du territoire, c'est à lui qui revient d'avoir cet argent et de l'utiliser en fonction des objectifs bien déterminés. Et sur terrain, c'est tandis que maintenant, c'est une situation paradoxale où la décentralisation administrativo-politique doit cohabiter avec la concentration financière. C'est difficile. Le développement à partir des 145 territoires signifie que les véritables responsables, ce sont les administrateurs du territoire. Or, ils ne voient rien. Si ce n'est pas le ministre du gouvernement central qui gère, eh bien c'est le gouverneur, c'est comme on a dit. Il faut que l'administrateur du territoire soit impliqué, qu'il suive le processus et qu'il soit à chaque instant à même d'expliquer. Parce que chez nous, à Bumba par exemple, c'est le président qui a éclairé l'opinion. Parce que certains disaient, tiens, ce sont les ministres du gouvernement central qui ont détourné, c'est le gouverneur, etc. Bon, le président a expliqué qu'il s'agissait de la longueur du mécanisme de libération des fonds. Et vous avez pu convaincre la population du point malgré que les réalisations ne sont pas encore palpables? Non, c'est pas moi. C'est le président qui a convaincu la population de sa bonne foi. Le président a convaincu la population de sa bonne foi. Ok. Ouais. Mais, monsieur le président Atondo, la population congolaise a faim.
en dépit de 145 territoires, en dépit de tout ce que nous avons construit comme infrastructure moderne, l'hôpital de Renaissance, Mamaemo et tout, mais la population a faim. Oui. Quelle politique aujourd'hui pour sortir la population congolaise de cette misère? Le développement par les 145 territoires. Le développement, je prends Bumba, où rien n'a été fait jusqu'ici. Le développement par 145 territoires, qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement les bâtiments administratifs, mais les infrastructures d'intérêt économique. La route nationale qui va de Lissala à Bunduki. Les routes de desserte agricoles. Parce qu'aujourd'hui, faute de routes agricoles carrossables, eh bien, la production du riz a baissé. Et Bumba se retrouve avec une usine capable de produire 50 tonnes de riz par jour. Aujourd'hui, il a fait à peine 50 par mois. Donc ça, c'est très important. Le développement, c'est ça qui va permettre au pays d'avoir les moyens de nourrir ses hommes. Parce que s'il n'y a pas de riz, s'il n'y a pas de produits alimentaires ou agricoles en nombre suffisant, en quantité suffisante, eh bien, on ne pourra pas faire face. Mais si les paysans sont motivés par l'état des routes, ils vont produire davantage et nous pourrons même exporter. Comme le ministre, le VPM de l'économie avait promis qu'on pourra cultiver le maïs pour ne plus aller acheter en Zambie, bien sûr. Ça tourne autour de ça. Mais là, c'est un autre aspect aussi. Il faut qu'il y ait que notre pays constitue un marché interne unique. C'est-à-dire qu'il y ait communication entre les provinces et les territoires pour savoir que si il manque du maïs au Katanga ou au Kasaï, eh bien, l'Équateur, la province orientale produit. Et qu'on peut acheminer. Voilà pourquoi j'ai dit le développement. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de voie d'acheminement fiable. Est-ce qu'il a les personnes qu'il faut pour l'accompagner et surtout pour l'aider à accomplir cette mission? Vous allez poser cette question au président de la République après la formation de son gouvernement et la désignation des animateurs qui vont l'accompagner. Et puisqu'on en parle, Augustin Kabouya, désigné informateur par le chef de l'État, a consulté la classe politique, surtout la majorité présidentielle. Vous étiez consulté? C'est les parlementaires. Eh bien, mon regroupement a été consulté avec le chef de la plateforme, Madame Fifi Masuka, et Monsieur Katitima Norbert. Donc, le regroupement a été consulté, la plateforme aussi. Et récemment, nous avons assisté à une guerre politique. Quand je parle de guerre politique, c'est-à-dire que le haut tête de l'Union sacrée qui s'est disputé, qui n'arrêtait pas de se tirer à boulet rouge, notamment par rapport à la primature. Aujourd'hui, Monsieur le Président Atundu, vous êtes membre de l'Union sacrée et c'est une question que je pose comme ça. Et pensez-vous être ministrable dans les prochains gouvernements? J'ai des potentialités que le président pourrait exploiter dans tous les domaines. Gouvernement, en dehors du gouvernement, c'est au président d'apprécier. Mais j'ai des potentialités qui pourraient servir le pays et surtout accompagner le président de la République durant son mandat. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Avez-vous un mot de la fin, un message annoncé à la population congolaise par rapport à tout ce qui se passe actuellement? Je voudrais d'abord et surtout attirer l'attention de la population congolaise et du peuple congolais que dans les relations internationales, il faut savoir se battre pour exister. C'est comme le principe de Darwin, the struggle for life.
si vous ne savez pas vous battre pour la vie, vous allez périr. Si le Congo ne se met pas autour du président, derrière le président, pour suivre ses directives de combat, eh bien, le Congo risque d'être dissipé par tous ces enfants prodigues qui préfèrent aller à l'étranger, chez l'étranger, pour combattre leur propre pays. Qu'aucun Congolais ne combatte son pays. Que ceux qui ont commis, qui ont eu la faiblesse de céder à cette tentation, qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent parce que le Congo a besoin de tous pour le développement. Et que notre Constitution garantit la liberté d'expression à la majorité, à l'opposition, à la société civile et même aux simples citoyens. Donc il n'y a pas de raison de prendre les armes contre son pays, surtout pas pour servir les desseins annexionnistes et annexionniste et, n'est-ce pas, hégémonique d'un chef d'État étranger. Il faut. Seul, le président l'a dit, personne d'autre ne sauvera le Congo que nous-mêmes. Même nos alliés. Parce que nous pouvons ne pas avoir des alliés, eh bien, par notre résilience, nous viendrons à bout de tous ceux qui veulent nous agresser. Vous avez l'exemple du Vietnam, de tonnes de bombes. On finit par noyer les Américains plutôt que de tuer les Vietnamiens, les Vietcong. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est par ces messages à l'unité du président de la Convention pour la démocratie et la République. Et la République, je pense que je vais finir par le retenir, que nous allons mettre un point final à cette émission. C'était Clin d'œil politique sur BMTV. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, on se retrouve prochainement pour un nouveau épisode. Merci.